Salut, je m'appelle Claire et ici je mélange ma passion pour la lecture et le féminisme, la politique en général, l'histoire et bien d'autres choses. Parce que tout est lié, tout est politique et c'est ça qui me passionne. Au lieu de suivre une ligne droite toute tracée, je te propose plutôt à chaque fois de suivre un filament différent du mycélium. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. Dans cet épisode, je voulais revenir sur un sujet que j'avais abordé vite fait dans l'épisode 25, Péril mortel et fin du monde, la binarité. Pour mémoire, dans cet épisode, j'expliquais pourquoi pas mal de trucs, la famille, le travail, le patriarcat, le contrôle du sexe, etc., sont des piliers de notre système actuel qui ne pourraient pas fonctionner sans, et pas juste des accidents de parcours. Et donc, la binarité en fait totalement partie. J'étais passée très vite dessus parce que l'épisode était déjà bien long, mais en fait, il y avait tellement à en dire qu'on va creuser aujourd'hui. Avant de commencer, j'avais envie de rappeler que je ne me colle absolument pas du tout au-dessus de la mêlée quand je parle ici, surtout pour ce sujet. On est tous et toutes vachement conditionnés, qu'on le veuille ou non, à penser de façon binaire en noir et blanc, ou plutôt je devrais dire en noir ou blanc, même si certaines personnes résistent beaucoup mieux que d'autres à ce conditionnement. En toute honnêteté, c'est pas mon cas, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est devenu un gros point d'attention pour moi, parce que j'aimerais qu'il en soit autrement, donc je m'entraîne. Exemple de cette binarité insidieuse et machinale, IL, c'est un pronom non binaire. Mais j'ai remarqué l'autre jour, en lisant Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers, dont l'excellente traduction de Marie Surgère utilise le pronom IL, que j'ai tendance à l'interpréter instinctivement comme un masculin dans mon imagination, parce que mon cerveau veut à tout prix le ranger dans une case. Et ça demande des efforts conscients et répétés pour penser out of the box, hors de la boîte, ou même pour remarquer qu'on est en train de penser dans des boîtes. C'est pour ça que je voulais rappeler que je ne suis pas en train de faire la leçon, mais d'apprendre moi aussi, ou de désapprendre en l'occurrence. Donc c'est parti pour ma réflexion sur la binarité. Je voulais commencer en parlant un peu de notre passion pour la classification. La science aime bien mettre des trucs dans les boîtes et que ce soit bien net, bien rangé. C'est cool les boîtes, après on peut les empiler. Applaudissez ma métaphore claquée du jour pour parler de hiérarchie. Parce que fondamentalement, il faut bien comprendre qu'on classe pour hiérarchiser, pas pour faire joli. C'est l'acte de distinction, donc le fait de décider de faire une différence, qui crée véritablement la différence. C'est vraiment un point important pour la suite. Quand on n'a pas besoin de hiérarchiser, on n'a pas besoin de classer. On fait des catégories pour ensuite dire qu'une est meilleure que l'autre, qu'une est pure et l'autre impure, etc. Alors certes, c'est vrai, en général, on peut définir des tendances, des généralisations, peut-être même des normes à l'échelle nationale, mondiale, d'une culture ou d'une époque selon ce qu'on regarde. Et en soi, c'est vrai, classer n'est pas forcément un problème. Et même des fois, c'est une bonne chose. Par exemple, si on classe les plantes comme vénéneuses ou comestibles, c'est intéressant. Mais il faut pas s'attendre à ce que ces généralisations matchent à l'échelle d'un individu. C'est là que ça coince, vraiment. On parle de naturalisation des catégories. En partant de catégories artificielles et générales, qui à la base permettent de mieux appréhender le réel, on se retrouve avec des catégories qui sont présentées comme naturelles, auxquelles on doit se conformer sous peine d'être considérées comme déviantes, malades, bizarres, inhumaines. Et c'est là que ça coince, quand on se retrouve prisonnier de ces boîtes, que les gens attendent, ou plutôt exigent, qu'on se conforme à la boîte dans laquelle on nous a rangés. Par exemple, une fille c'est doux, c'est patient, ça a ses règles et ça aime les bébés. Un homme, c'est violent, c'est agressif, c'est compétitif, ça aime le foot et la bière. On parle alors d'essentialisation, un terme qu'on avait commencé à expliquer dans l'épisode 8. La classification, on la voit partout. Par exemple, on la voit aussi dans les outils de développement personnel à la mode, du chronotype au MBTI et il y en a sûrement plein d'autres. C'est vrai, tu peux toujours identifier des tendances, mais personne ne tombera jamais pile dans un profil. Le problème, il se pose quand tu essayes de te conformer à ta case, d'être plus comme ton profil, ou d'appliquer des formules toutes faites, ou qu'on sélectionne les gens en fonction d'un profil standardisé, en exigeant qu'on s'y conforme en tout point. Si tu te conformes pas à ta case, c'est toi qui as un problème, pas la case. On classe tout le temps. Même les livres. Par exemple, je déteste le rayon féminisme des librairies. Ça t'étonne de ma part ? Je veux dire, je bouffe des essais et romans féministes matin, midi et soir après tout. Ça devrait être mon rayon préféré. Mais si tu réfléchis bien, pourquoi on sépare ? Tout comme pourquoi on sépare la littérature francophone et internationale, la littérature et les polars, la SF, la fantasy, etc.
Un essai historique sur la place des femmes, hop, rayon féministe. Un essai sociologique féministe, hop, rayon féministe. Un roman avec un angle féministe, hop, rayon féministe. Les gens qui ne sont pas spontanément intéressés par le féminisme, au premier chef, les hommes, vont plutôt aller au rayon roman, histoire, sociologie. Et vont soigneusement éviter le rayon féministe, il paraît que c'est contagieux. Parce que c'est trop politique, moins sérieux que la vraie histoire, la vraie littérature, la vraie sociologie, avec des bonhommes, des poils, tout ça. Et ils ne vont jamais risquer de tomber par hasard sur le bouquin qui va changer leur perspective, leur apprendre un truc différent de ce qu'ils ont appris à l'école ou dans les médias mainstream. Ben non, le livre était dans l'autre rayon, c'est pas de chance. Tout comme certaines personnes refusent mordicus de lire des livres de SF alors que certains pourraient leur plaire, et qu'elles les liraient peut-être si elles ne savaient pas que c'était de la SF. La boîte SF est tellement grosse, il y en a pour tous les goûts, je pense pas d'ailleurs non plus qu'une amatrice de SF puisse aimer tous les bouquins de SF, ça n'aurait aucun sens. Mais certains se limitent quand même à partir de l'étiquette. Ces cases livresques, elles permettent aussi de créer une hiérarchie entre la vraie littérature, appelée littérature blanche, et le reste, entre la France, le reste, etc., etc. Pourquoi je te parle de classification comme ça ? Parce que la science, et là, par science, je parle bien de la science occidentale qui prône la rationalité par-dessus tout, voir l'épisode 1 pour plus d'informations, cette science a choisi de classer l'humanité en 2 grosses boîtes, l'homme et la femme. On aurait pu choisir autre chose, la longueur des bras, le signe astrologique, la couleur des cheveux selon que tu es du soir ou du matin, que tu aimes la coriandre ou pas. Mais on a choisi le sexe, ou plutôt, exactement, les organes génitaux externes. On va y revenir. Et après, on a classé les gens en fonction de ça, et on minimise ou on occulte d'autres différences qui pourraient pourtant être importantes, comme le fait d'être matinal ou pas, mais là je m'égare, ça fera l'objet d'un autre épisode. Donc on va en parler de genre social et de sexe, vu que de nos jours, c'est le premier truc auquel on pense quand on parle de binarité, sauf peut-être les électroniciens et les informaticiennes. On grandit avec ça partout, dans les médias, l'éducation, l'école, les modèles acceptables. Un papa, une maman, la famille nucléaire hétérosexuelle est non seulement considérée comme la norme, mais jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'était même le seul modèle légalement autorisé, au point que ça nous paraît évident. Si c'était comme ça, c'est qu'il y avait bien une raison, non ? Alors oui, mais pas forcément celle qu'on croit. Ça fait qu'on rationalise un truc qui en fait est plutôt arbitraire. Parce que ce n'est jamais juste une histoire d'organes matériels, c'est naïf de le penser. On en revient à la thèse de l'épisode 25, si c'est comme ça, c'est parce que ça arrange le système. Si tu veux creuser la complexité du genre, je te conseille le livre « Ceci n'est pas un livre sur le genre » qui repart vraiment des bases et est accessible quelles que soient tes connaissances préalables. Sur ce sujet, je vais citer l'auteur Morgan Lucas. Ce que la binarité de genre tente de nous faire croire, c'est qu'il y aurait seulement 2 catégories de personnes, des hommes et des femmes, dont la nature, le destin, les possibilités, le caractère seraient gravés in utero dès lors que le ou la médecin révèle la nature du sexe aux parents. Et parce que la dynamique de genre a apparemment une très bonne agence de com, on y croit, on achète et on se laisse convaincre que notre valeur augmente ou décroît objectivement selon la manière dont nous sommes perçus dans le monde. Fin de citation. Le genre n'existe que si on a besoin d'entériner l'hétérosexualité et le sexisme. Le genre, en tant que boîte de rangement, n'a aucun intérêt en soi. D'ailleurs, cette dichotomie de genre homme-femme, si elle est très forte dans nos sociétés chrétiennes, capitalistes, occidentales, etc., elle n'est pas universelle non plus. On trouve plein d'exemples contraires. Par exemple, les Alzikrum, qui seraient peut-être les premières femmes trans de l'histoire. Et pour expliquer ce que c'est, je vais citer un passage du site El Cheminaire sur l'histoire des femmes, des personnes LGBT+, et de l'hétérosexualité. Tu verras le lien en description. Donc, les Alzikrum sont, je cite, une figure qui caractérise une femme-homme qui pouvait avoir une ou des épouses et des droits exclusifs d'hérédité. Les Alzikrum n'avaient probablement jamais d'enfants, comme les eunuques. Fin de citation. On pourrait citer d'autres exemples, des vierges jurées d'Albanie, en passant par les êtres bispirituels dans les cultures autochtones d'Amérique du Nord, les Mahou dans les cultures hawaïennes et tahitiennes. On dénombre plein d'exemples d'identités reconnues, et même socialement respectées, qui sortent du cadre binaire du genre. Même si chaque identité, rappelons-le, s'inscrit toujours dans une culture ou un contexte précis, qu'on ne peut jamais faire des équivalences parfaites, calquer un terme sur un autre, sortir les termes de leur culture ou s'en revendiquer quand on n'appartient pas à cette culture.
Si on a oublié ou perdu certaines de ces identités, si on ignore l'existence de celles qui existent encore aujourd'hui, c'est pas un accident. C'est notamment à cause de la colonisation qui a imposé partout le modèle patriarcal binaire et aussi la répression sexuelle des femmes. Un modèle qui est devenu tellement hégémonique qu'on a du mal à voir en dehors de la boîte quand on baigne dedans. Donc maintenant qu'on a parlé de genre, parlons un peu d'anatomie. Parce que bon, on est d'accord, le genre il y en a plein, mais le sexe il est binaire, non ? Ça paraît admis. Mais c'est un peu plus compliqué que ça en fait, là aussi. De quoi on parle exactement ? Est-ce qu'on parle de sexe chromosomique ? De sexe gonadique, c'est-à-dire les ovaires et les testicules ? De sexe hormonal ? Ou de sexe génital ? Cette idée de sexe binaire, ça marche à peu près bien, seulement si on observe uniquement les organes externes. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on entend par sexe. Mais ça ne dit rien du karyotype. Nos chromosomes, la fameuse paire XX ou XY, n'est pas la seule qui existe. Ça ne dit rien non plus du fonctionnement de nos organes internes, de nos hormones, etc. Il y a beaucoup moins de mâles et de femelles, entre guillemets, parfaites. Le terme scientifique, c'est dyadique. Beaucoup plus de personnes intersexes qu'on ne le pense. Je trouve que Lucia Selig le résume très bien dans Game Over pour en finir avec les arguments scientifiques sexistes et périmés. Je cite. Au terme du développement embryonnaire, les organes externes, les organes internes, le mix hormonal et les chromosomes ne rentrent pas toujours dans la même case. Il y a des très grands clitoris, des micropénis, des gonades qui sont un mélange de tissus ovariens et testiculaires, des testicules qui restent dans le corps, des vagins borgnes qui ne donnent sur aucun utérus. Des individus XX peuvent être totalement, entre guillemets, masculinisés, et des individus XY totalement, entre guillemets, féminisés d'un point de vue externe. Parfois, ces personnes ne se rendent compte que leur sexe chromosomique n'est pas aligné sur leur caractère sexuel apparent que lorsqu'elles veulent avoir des enfants, parce que ces, entre guillemets, divergences internes posent en général des problèmes de fertilité. Fin de citation. L'humain est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense à première vue. Et de la même façon, ces organes ne sont pas importants en soi, pour toute notre vie, sauf dans le contexte précis de la reproduction pure et dure éventuellement, mais ils sont essentiels en permanence pour l'ordre social, pour nos institutions, qui doivent rendre cette hiérarchie acceptable en la justifiant avec les moyens du bord. Parce que sans hiérarchie, pas de domination. Comme l'explique Paul Preciado, hétéro, homo, intersexe, trans, finalement ce sont des concepts artificiels qui permettent d'encadrer la production, le capital et le travail. Ça n'a aucun sens, j'entends par là aucune importance, en dehors à l'état de nature, dirons-nous. Parce que peu importe l'étiquette, et elle peut très bien varier d'un moment à l'autre sans changer la face du monde. Mais au prétexte que la boîte homme est physiquement plus forte que la boîte femme, statistiquement, elle a le droit de la dominer. Ça va tellement loin que beaucoup d'hommes pensent impossible qu'une femme soit plus forte qu'eux. Oui, même une championne olympique. Comme si la force physique leur était conférée comme le Saint-Esprit avec le chromosome Y, sans besoin d'un entraînement ou d'un régime adapté et tous ces trucs que font les sportifs de haut niveau et qui m'échappent complètement. Mais cette différence homme-femme, elle n'est pas objective. Elle existe pour maintenir un système de domination, comme on l'a dit, encadrer la production, le capital, le travail. Et surtout, on peut facilement trouver des contre-exemples. Des femmes qui ont des taux de testostérone plus élevés que des hommes. D'ailleurs, toutes les femmes ont de la testostérone, la mal nommée hormone masculine. C'est une question de dosage. Il y a des hommes plus petits que la moyenne des femmes plus fortes physiquement que des hommes. Il n'y a pas le masculin et le féminin, mais plein de gens spécifiques, et sans même parler de l'intersexuation, qui est, on le rappelle, quand tes caractéristiques sexuelles, que ce soit les hormones, les organes, les chromosomes, etc., ne rentrent pas dans les cases homme-femme définies par la médecine occidentale, et on parle là de environ 2% des naissances. Pour finir d'illustrer ces histoires de genre et de sexe, j'ai envie de répondre à une question que j'ai vue passer d'un mascu qui se croit très très intelligent mais ne sait pas de quoi il parle en fait. Des fois que quelqu'un se pose de bonne foi la question, sait-on jamais. Donc notre mascu très sûr de lui nous pose la colle suivante. Comment ça se fait alors que quand les archéologues découvrent un squelette, ils le classent comme homme ou femme et pas un des 46 genres à la mode ? Ah ! Baptiste le masculiniste nous a bien eu, hein ? Avec tout ce qu'on a dit, tu commences peut-être à entrevoir la réponse. Le genre, ce n'est pas le sexe. Les archéologues, avec un squelette, essayent d'estimer le sexe à partir des os. Le bassin s'ils ont de la chance, mais on le retrouve pas tout le temps. Et souvent, en observant les objets autour,
mais en calquant leur biais binaire. Par exemple, s'il y a une épée, c'est forcément la tombe d'un homme, bien sûr. Disons que la marge d'erreur est confortable. L'archéologie ne permet pas de déterminer à partir d'un squelette tes opinions politiques, ta chanson préférée, si t'aimais les chats, pas plus que ton identité de genre ou ton orientation sexuelle. Ce ne sont pas des choses qui laissent des traces dans les squelettes. Par contre, ça peut laisser des traces dans les textes, l'art, etc. Mais encore faut-il les retrouver et avoir les outils pour décoder, mais c'était pas la question que posait Baptiste. Les os ne permettent pas de voir les organes, les hormones, les tissus, tout ce qui a disparu avec la décomposition. On peut éventuellement vérifier l'ADN, mais c'est pas fait à chaque fois parce que ça coûte cher. Donc c'est compliqué d'identifier des traces d'intersexuation avec juste un bout d'os. C'est pour ça que c'est compliqué de faire l'histoire du genre, et aussi pour ça qu'il vaut mieux combiner les disciplines pour croiser les infos disponibles et corriger les premières impressions si nécessaire. Là tu vas me dire, oui mais bon, avant les avancées scientifiques du dernier siècle, de tout temps, on a toujours cru qu'il y avait 2 sexes. Tu te doutes bien, auditorice imaginaire, que si je te fais poser la question, c'est que la réponse est non. C'est là qu'on va se payer un peu la tronche des Grecs, parce que déjà, c'est eux qui ont commencé, et de leur vision du sexe. Je vais te résumer et te laisser un article si tu veux creuser, parce que c'est quelque chose. Il y a de quoi faire un spectacle de stand-up à mon avis. Pour les Grecs, si on résume un peu, il y a un sexe, l'homme, et des hommes ratés, les femmes. Titiou Lecoq file une métaphore très parlante à base de gâteau raté. La cuisson des bébés-filles a raté, ce qui cause une suite de dysfonctionnements, à commencer par une chaleur insuffisante et une humidité excessive. Ce qui les pousse à nous dire que l'homme est par nature perfection et la femme réduite à son rôle de reproduction. Et tout est prétexte à concours de bip, du coup, et à comparaison hasardeuse. Les règles, c'est l'équivalent d'une semence, mais impure. Le sperme, c'est du lait maternel ++. L'homme verse activement le sang de ses ennemis, alors que les femmes coulent passivement. Sérieux, trouvez-vous un hobby ? On parle ici de modèles du corps unisexe, dont le féminin n'est qu'une variante, mal cuite et avec des grumeaux apparemment. On parle aussi d'homologie, le fait que tous les humains sont formés sur le même modèle. Ce qui en soi n'est pas complètement faux. Pour résumer très très vite ce qui se passe in utero quand un bébé se forme, je te passe les abeilles, cigognes et autres choux. Tout le monde naît avec le matos pour développer tous les organes, vagin, clitoris, pénis, etc. Et ça bifurque vers 5 à 7 semaines, en fonction de la présence ou non du chromosome Y. En son absence, les tissus spécifiquement mâles disparaissent. Donc oui, si tu as bien suivi, techniquement, par défaut, on a un vagin, un utérus et des ovaires, et pas l'inverse. Oups. C'est pas pour faire un concours, mais bon, comme on a dit, c'est eux qui ont commencé. C'est aussi pour ça que les mecs ont des seins, par exemple. Parce que par défaut, c'est plus simple. On va pas faire un traité de médecine grecque là tout de suite, parce que déjà, j'ai pas les compétences. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'aujourd'hui, même si on sait que le système ne fonctionne pas comme les Grecs ne le pensaient, que les femmes ne sont pas une erreur d'assaisonnement ou un problème d'humidité, qu'il n'y a pas un modèle ultime, parfait, mais qu'il faut de tout pour faire un monde, l'idée de hiérarchie des Grecs, elle, demeure. Et c'est là qu'on va parler de langue. Parce que le genre ne s'arrête pas aux personnes, on y est tellement habitué qu'on genre tout. Même le sel et le poivre. On juge le poivre plus masculin, bien sûr. Les consonnes et les voyelles sont féminines, bien sûr. Et les cyclones. Alors là, ce serait presque drôle si c'était pas mortel. D'après une étude, et non, je ne plaisante pas, même si moi aussi au début j'ai cru qu'on se foutait de ma gueule, les gens prennent moins au sérieux les cyclones qui portent des prénoms de femmes et donc s'y préparent moins. Et donc, les cyclones portant des noms féminins, l'étude parle carrément de cyclones féminins, ce qui devient vraiment ridicule, sont plus mortels. Jusqu'à 3 fois plus mortels pour être précise. Voilà. Le sexisme tue, mais pas toujours comme on croit. Tu le sais peut-être, mais de formation, je suis traductrice et rédactrice spécialisée en langue inclusive, et donc, c'est pour ça que j'ai envie de parler de la place de la langue dans nos histoires de boîte. Parce que le masculin qui fait le neutre et l'emporte sur le féminin, c'est la version linguistique du « ouais, bon, le sexe biologique féminin, c'est une pâte à gâteau mal cuite et trop salée, le masculin, c'est tellement plus mieux ». C'est trop demandé d'avoir 2 boîtes posées côte à côte ou pas de boîte du tout, apparemment oui, c'est trop compliqué. Donc puisqu'on parle genre, parlons genre grammatical, qui n'a, à première vue, aucun rapport avec le genre social, c'est ce que je pensais au début.
Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Et pour cette partie, je me suis appuyée sur le livre Tenir sa langue, le langage, lieu de lutte féministe de Julie Abou. Le français, comme beaucoup de langues indo-européennes, est genré, c'est-à-dire que la grammaire nous oblige à choisir un genre pour s'exprimer. Pour parler des gens, oui, mais pas que. On a un genre masculin et féminin pour tout. Une table, un marteau, la peste ou le choléra. D'ailleurs, le genre des mots peut changer dans le temps. Par exemple, au temps jadis, squelette était féminin, comète masculin. Preuve que ça n'a rien de rigide ou de naturel. Ce genre grammatical change aussi d'une langue à l'autre. Je me souviendrai toujours de la perplexité de cette étudiante qui ne comprenait pas comment bulga pouvait être féminin en russe alors que petit pain, c'est masculin en français. Parce que c'est arbitraire justement. Pourquoi on genre les petits pains, c'est plutôt ça la question qu'on devrait se poser, non ? La grammaire nous oblige à choisir un genre et ça affecte nos imaginaires. En opposant masculin et féminin, en genrant et en personnifiant des trucs qui n'ont pas lieu d'être, comme le soleil et la lune, Apollon et Diane, masculin et féminin. La lune, c'est forcément féminin vu qu'on l'associe aux règles, etc., etc., ça n'en finit jamais. Dans la même moutarde, on se représente spontanément toutes les souris comme femelles et les rats comme mâles, même si on sait bien, au fond, que techniquement non. Pareil pour les grenouilles et les crapauds, les corbeaux et les corneilles. Ça montre qu'il n'y a pas de barrière étanche entre genre grammatical et social. Puisque le genre social devrait être limité aux humains, normalement, mais on arrive à considérer des cyclones comme masculins ou féminins et à les essentialiser en fonction d'un prénom donné arbitrairement. Non, je ne m'en remets pas. Tiens, un autre exemple de transposition de nos normes genrées sur tout et n'importe quoi, j'ai envie de te parler de Poupette. Poupette, c'était un chaton que j'avais recueilli. Ma mère et ma sœur gagatisaient sur cette adorable petite chatte trop mignonne qui avait une tête à s'appeler Poupette. Et comme je suis nulle, mais nulle pour donner des noms à mes chats, j'ai dit « Ah, parfait, adieu, j'ai vendu, Poupette ». Et Poupette a très vite répondu à son nom, c'était pratique. Jusqu'à ce que la veto hilar m'explique que Poupette, c'était un mâle. Sur le coup, ma réaction, ça a été « Ah, bon, ok, cool, la stérilisation coûtera moins cher et pour le reste, je m'en tape en fait ». C'était sans compter les réactions que j'ai eues ensuite. « Mais comment tu vas faire ? Comment tu vas l'appeler ? Poupou ? Non, j'invente pas. Mais enfin, tu peux pas continuer à l'appeler Poupette, le pauvre !» Apparemment, appeler un mâle Poupette était plus castrant que de lui couper littéralement les roupignoles, sérieusement. Pour en revenir à comment la langue fonctionne, c'est cette obligation de choisir et de préciser à chaque fois qui nous formate, une phrase après l'autre, au point qu'on ne fait même plus gaffe à la fin, et surtout qu'on ne le questionne pas. C'est comme ça, c'est normal. Dans ce contexte, il faut voir la langue inclusive comme une stratégie de piratage qui se faufile dans les interstices pour ne pas dire le genre, pour refuser de le dire, ou à l'inverse pour choisir de ne le préciser uniquement quand c'est important. Même dans des langues, indo-européennes notamment, où le genre est un peu moins présent comme l'anglais, cet état d'esprit binaire persiste. Certes, il n'y a pas de genre pour les objets, mais demandez à un anglophone de genrer la paire sel-poivre et il vous dira statistiquement que le poivre est masculin. Je cite Julie Abou, « Tout se passe comme si on savait, que l'on parle anglais ou français, que le poivre est masculin et le sel féminin. Mais qu'est-ce que le poivre pourrait avoir de masculin ? On voit en fait que la structure symbolique du genre fonctionne comme un liquide qui s'infiltre dans toutes les structures binaires telles que la grammaire. Pourtant, ça n'a rien d'obligatoire. Par exemple, en finnois, qui n'est pas une langue indo-européenne, il y a un seul pronom pour il et elle. Il n'y a pas de masculin et de féminin pour les adjectifs. Donc pas besoin de se positionner, la grammaire ne nous oblige pas à préciser. Le seul indice qu'on peut avoir, c'est le prénom. Ou alors si l'interlocuteur ou interlocutrice précise son genre. Et finalement, si on y réfléchit bien, c'est assez rare les contextes dans lesquels tu as un besoin vital d'avoir l'information. À moins de vouloir hiérarchiser, de savoir qui discriminer, qui payait plus cher, qui refusait d'écouter, etc. C'est toujours la même histoire. L'autre problème de cette polarisation de la langue, c'est qu'au-delà du genre grammatical, elle nous habitue à fixer des continuums. L'homme et la femme, oui d'accord, mais ça ne s'arrête pas là. Pour bien expliquer, je vais prendre un exemple moins chargé politiquement, et après tu pourras voir que ça se transpose sur tout. Prenons le jour et la nuit. Ça paraît bien tranché comme expression.
C'est net, c'est évident, j'ai envie de dire, c'est clair comme le jour. Mais quel jour ? Le jour du solstice d'été, du solstice d'hiver ? Un jour de brume, de pluie, de grand soleil ? Et quelle nuit ? Une nuit sans nuages, une nuit d'orage, une nuit de pleine lune, de nouvelle lune ? Et dernière question, c'est quand exactement que commence le jour et s'arrête la nuit ? Lent, rapide, grand, petit, beau, moche, riche, pauvre, tu verras que ça s'applique à toutes les oppositions. Et bien sûr, ça marche aussi pour hommes et femmes. Alors toutes ces questions n'ont bien sûr pas pour but de dire « ouais, non, les mots sont imprécis, alors on a qu'à arrêter de parler ». Bien sûr que non. C'est pour faire comprendre que oui, le langage nécessite de simplifier un peu le réel, notamment parce que hors contexte vraiment précis, t'as pas besoin de tout le détail. On voit bien ce que tu veux dire ou à peu près, et si on a besoin, on reprécisera plus tard. Tout comme t'as pas besoin de savoir si tu parles fondamentalement à un homme, une femme, une personne trans, intersexe, non-binaire, etc. Tu parles à un être humain, c'est ça qu'on a besoin de savoir. En revanche, il faut bien comprendre que si le vocabulaire simplifie la description du réel, le mot jour ne limite pas le jour. En linguistique, on dit que le langage est non référentiel. L'exemple qui est souvent donné, c'est « le mot chien ne mord pas ». C'est pour ça que non, c'est pas dangereux de faire évoluer la langue. Enfin, c'est dangereux pour le système en place, comme on le voyait dans l'épisode 25, mais dans l'absolu, non. On peut faire évoluer le langage, le vocabulaire, tout ce qu'on veut, pour faire évoluer les catégorisations, notre regard sur le réel. Ça ne changera pas le réel lui-même. Et vice-versa, tu peux rigidifier une définition, ça ne changera pas l'essence de ce que le mot désigne. Le problème se pose quand on pense qu'un mot peut définir ce qu'il désigne vraiment, donc qu'il est référentiel. Par exemple, si un dictionnaire, bisous l'Académie, nous explique que le mot femme désigne une personne selon ses capacités reproductives, et qu'ensuite, on essaye de naturaliser la catégorie femme selon cette capacité, de penser qu'une femme, c'est quelqu'un qui peut donner la vie, qui a un utérus et des ovaires, etc., et restreindre l'usage de mots à ce critère. C'est là que c'est un problème. C'est comme si on disait que le jour, c'est quand il fait grand soleil. Et s'il fait super brouillard, orage ou total eclipse of the heart, eh ben c'est pas le jour. C'est quoi du coup ? On sait pas, on n'a qu'à dire que ça n'existe pas, parce qu'on n'a pas de boîte pour le ranger. Ça n'aurait aucun sens. Donc quand on a dit tout ça, on se dit « ouais, bon, il faudrait sortir de cette binarité ». Et puisqu'on parlait de continuum, restons sur cette idée. Comme ça, j'en profite pour revenir sur l'épisode 8, où je parlais plus en détail du genre, le genre social, là pour le coup. Et j'expliquais que plutôt que deux pôles, homme-femme, il fallait voir le genre comme un spectre, et qu'on peut se situer n'importe où sur ce spectre, entre les deux pôles, du masculin et du féminin. Moi, quand je dis spectre, je visualise toujours un pont. C'est une image communément répandue, et qui m'avait beaucoup aidé à comprendre à l'époque où je découvrais ces concepts. Sauf que, comme on me l'a fait remarquer ensuite, à juste titre, un spectre fondamentalement ça reste binaire, avec deux pôles d'attraction de chaque côté du spectre. C'est pour ça que j'ai envie de te proposer autre chose. Certaines personnes préfèrent l'image de la nébuleuse ou de la constellation. Et là tu te dis, elle a appelé son podcast le mycélium et elle était pas foutue de remarquer qu'effectivement, c'est quand même mieux comme image qu'un spectre plein de filaments qui partent de la même base et vont dans tous les sens. Bah ouais. Donc moi je vais rester sur cette idée de mycélium qui me parle vachement, et je te laisse aussi jouer avec ces histoires de constellations, de nébuleuses, pour décrire autrement nos réalités. À toi de t'emparer de ce qui te parle le plus, ou même de trouver d'autres images d'ailleurs. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, l'idée c'est d'arriver à sortir de ces boîtes, et surtout d'ailleurs à sortir de l'essentialisation qui va avec, parce que personne n'y gagne. Même ceux qui remplissent les critères de la case homme finalement n'ont pas un long fleuve tranquille non plus. Tout est adapté à l'homme moyen, comme si tous les hommes étaient foutus pareil. Et même si on ne parlait que des hommes cis et blancs, le constat resterait le même. C'est binaire, essentialisant, tu passes ou tu casses. Et tant pis pour les autres. Les trop grands, les trop petits, les trop gros, les non valides. Même des hommes peuvent ne pas rentrer dans la case du masculin hégémonique. Au bout d'un moment, il va falloir reconnaître que le système est quand même pas opti-opti, les boîtes sont trop rigides et pas assez nombreuses. Et comme l'explique Paul Preciado, philosophe trans, si on garde ces histoires de boîtes, même quand on élargit, quand on en crée des nouvelles, par exemple avec les concepts de transidentité, si on reste en autopilote, on risque de recréer des cases bien définies. Par exemple en se demandant ce qui constitue une vraie personne trans, je mets vrai entre guillemets,
On parle notamment de gatekeeping, de contrôle à l'entrée. Ce qui poserait les mêmes soucis que quand on essaye de déterminer ce qui constitue une vraie femme, toujours entre guillemets, comme s'il n'y avait qu'une seule bonne réponse possible. Donc, essayer de sortir de l'essentialisation et aussi de la permanence. Se réapproprier les concepts, apprendre à être fluide et pas seulement quand il s'agit d'identité de genre d'ailleurs. Je vais prendre un exemple pour illustrer ce que j'essaye de dire. Dans certaines sphères comme la Wicca, on aime bien parler des archétypes féminins de la jeune fille, de la mère et de la vieille, qui sont critiqués parce que ça essentialise les femmes et ça les ramène à leur cycle menstruel ou à l'état de leur utérus, ce qui est une critique légitime. Et là, en entendant ça, on pourrait totalement se dire « on fout tout à la poubelle », mais perso, je pense que ça marchera pas, parce que c'est très ancré, beaucoup de gens y sont attachés, et il y a aussi des choses à garder là-dedans. Donc ce qu'on peut faire à la place, c'est arrêter d'en faire des cases essentialisantes, et voir qu'on peut être les trois successivement, dans n'importe quel ordre, dans une même journée, voir que notre expérience est fluide. On peut se sentir jeune fille en train d'apprendre, de découvrir, etc. le matin, puis mère au sens de nourricière, protectrice le midi, et pas forcément avec ses enfants, ni même avec des enfants. On peut être maternelle avec des animaux, des adultes, des plantes, et pourquoi pas même soi-même. Et on peut être la vieille femme incarnant la sagesse le soir, quel que soit notre genre d'ailleurs. Car ce qui nous intéresse fondamentalement, c'est pas de se coller une étiquette, c'est ce que cette étiquette véhicule, symbolise. On peut être sage en étant jeune, être âgé tout en ayant encore l'immaturité d'un enfant. On peut être maternelle, j'entends par ce mot protectrice, nourricière, soutenante, sans enfanter. Ou donner la vie sans être maternelle. Et on peut être maternelle en ayant soi-même besoin d'être soutenu, encouragé par quelqu'un d'autre, par exemple. Sortir de l'essentialisation, c'est s'autoriser à varier, expérimenter de manière fluide, au lieu d'identifier les autres et s'identifier soi-même en permanence à un seul critère, qu'il s'agisse d'ailleurs de notre genre, de notre couleur de peau, de notre profession, de notre âge, peu importe. C'est comprendre que les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Sortir de ces boîtes rigides pour tout. S'autoriser et autoriser les autres à l'inconstance, à l'expérimentation. La nature, le cosmos aime la diversité et l'humain en fait partie. L'humain aussi est multiple, ses étiquettes peuvent et doivent varier et même se multiplier, pourquoi pas. Au lieu de changer les gens, on pourrait juste se calmer avec les boîtes. Donc pour conclure, je dirais juste que prendre du recul sur ces boîtes binaires et rigides, remarquer leur existence, c'est essentiel pour mieux appréhender le monde dans sa complexité. À l'heure des jugements à l'emporte-pièce et des discours technofascistes, ça devient vraiment urgent et vital. Sur ce, je te dis à la prochaine fois. M'ont inspiré pour cet épisode. Ceci n'est pas un livre sur le genre de Morgane Lucas, Tenir sa langue, le langage, lieu de lutte féministe de Julie Abou, Game Over, pour en finir avec les arguments scientifiques sexistes et périmés de Lucia Selig, Appartement sur Uranus de Paul Preciado, Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq, et Blood, The Science, Medicine and Mythology of Menstruation de Jen Gunter. Et la recommandation roman, c'était Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers, traduit par Marie Surgère. Voilà pour le filament du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Tu peux soutenir le podcast sur Tipeee, ce qui m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres, mais aussi des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, tu peux lui mettre 5 étoiles pour aider d'autres à le découvrir. Merci beaucoup!